Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu, de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Appelle-le comme tu veux, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Se, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambé, comme l'appellent mes compatriotes congolais. Glorifie-le et célèbre la vie. Parce que sans lui, tu ne serais pas debout ce matin. Même si tu es malade, couché à la maison ou dans un hôpital, aussi longtemps que tu as le souffle, tu as espoir que tu retrouveras ta santé. Alors sans ce souffle de vie-là, tu es mort. Donc, parfois je me promène dans les magasins, je regarde les rayons, je n'ai jamais vu là où on vend une bouteille contenant de l'air. Il n'y a que Dieu seul qui connaît comment est-ce qu'il a fait pour, que nous ayons cette air-là dans nos poumons. Et cette air-là ne coûte rien. Mais elle coûte tout dans notre vie. Si on ne l'a pas, on est mort. Ok? Donc chaque fois que tu as la grâce de Dieu d'être debout, comme je le suis ce matin, n'hésite pas une seule seconde de le glorifier. Et le glorifier, ce n'est pas s'asseoir, aller se mettre à genoux, ou aller s'accroupir, se mettre à genoux sur un tapis de prière à la mosquée, ou à l'église, ou à la synagogue, pour dire que tu remercies Dieu. Parce que c'est même à 80% des méchants qui sont des fidèles de l'église. Yes, la plupart des méchantes personnes sont fidèles à l'église. Alors, pour glorifier Dieu, sois bon vis-à-vis de sa créature, qui est ton semblable. C'est la seule et unique façon que tu rends service à Dieu, que tu élèves Dieu, que tu reconnais Dieu, tout en étant au service de sa créature. Ouais. Ce n'est pas parce que tu vas te mettre à genoux et tu dis, oh Seigneur, je t'aime beaucoup, oh Seigneur, tu m'as donné la vie, Seigneur, tu es le ciel, tu es la terre, Seigneur, tu es ci, tu es ça, ce qui est vrai. Mais Dieu t'a dit que parmi toutes ces créatures sur la terre, celle à qui il a donné tous les pouvoirs, c'est toi. Et il t'a donné un nom, le sel de la terre. Ne t'amuse pas avec le sel de la terre. Que ce soit toi, que ce soit celui que tu rencontres. Fais très très attention. Dieu ne tolère pas n'importe quoi. Oui, monsieur. Alors si tu veux aller chercher Dieu à l'église, commence à le chercher dans ton corps. Dans la première église, qui est ton corps, le temple. Le corps que tu vois là, c'est le temple, c'est la mosquée, c'est la synagogue, c'est le palais avec lequel tu te déplaces. La seule maison mobile avec laquelle tu peux aller n'importe où. La seule mosquée que tu déplaces, la synagogue, la cathédrale, c'est le corps. Et Dieu vit à l'intérieur. Ne va pas le chercher dans les murs, parce que c'est toi qui le conduis dans les murs. Oui, monsieur, il vit en toi. Comme aussi, c'est lui qui a créé le mal, celui que tu appelles, que je ne veux pas prononcer le nom, vit aussi en toi. Si tu le nourris, il devient criminel. Comme ceux qui tuent les gens partout, provoquent les guerres à gauche et à droite. C'est ceux-là, ils pensent qu'ils vont à l'église pour aller tromper Dieu, alors qu'ils se trompent eux-mêmes, alors qu'ils sont les véritables démons mobiles qui se promènent. Alors, ne sois pas comme ces gens-là. Ceux qui provoquent les guerres partout, viennent faire des faux discours avec des petites têtes de pingouins. Ne sois pas comme eux. Manifeste ta bonté. Manifeste ce que Dieu a mis en toi. L'élévation, l'amour, le vivre ensemble, le partage, l'hospitalité. Tout ça, c'est ça qui constitue Dieu. Si tu ne peux pas le faire, ça ne sert à rien. Bien. Alors, mes chers compatriotes, ce matin, j'ai voulu commencer cette semaine avec le partage d'une information très importante. Comme je l'ai dit comme tu as bien voulu le lire
sur le titre « Coup d'État au palais présidentiel à Yaoundé ». Alors, ce coup d'État-là serait attribué à Bokor. Est-ce un piège dans lequel Bokor est tombé avec les deux pieds? Est-ce une tentative de manipulation dont on a instrumentalisé ces éléments? Toutes ces questions-là doivent trouver une réponse dans les enquêtes. Et chaque fois que ce qui s'est passé hier se passe, ce n'est pas hier que ça s'est passé, c'est bien longtemps que ça a commencé. Et c'est là où on pose dans la question, où sont les services de renseignement? Parce qu'il y a un service important qu'on appelle le B2. À l'intérieur là-bas, on trouve un colonel, on l'appelle Evindi. Il faut lui poser des questions, quel est son rôle? Il faut lui poser la question, quel est son rôle? Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que je te dis ça comme ça, tu te poseras la question, mais dis-moi qu'est-ce qui se passe? Je te plante le décor. Bokor, c'est le patron de la garde présidentielle. Vous m'entendez parler de lui ici régulièrement. C'est lui qui gouverne la garde présidentielle, qui commande la garde présidentielle depuis, je pense, 2012 ou 2013, quelque chose de ce genre-là. Si ma mémoire est bonne, ça doit être entre 2012 et 2013. Il est là depuis plus d'une dizaine d'années en tout cas. C'est lui qui commande la garde présidentielle. Bokor, à Bondo, au Romont, que tu vois là. Il est secondé par beaucoup d'officiers, notamment le colonel Evindi, du B2, si ma mémoire est bonne, et le capitaine Ekoro. Le capitaine Ekoro. Donc, voilà à peu près quelques personnes que je vous donne pour vous faire comprendre que quand ça arrive comme c'est arrivé hier nuit, ça n'a pas commencé hier nuit. Quel est le but du renseignement? Le but du renseignement, c'est aller neutraliser dans l'œuf ce qui est en train de se préparer, donc les auteurs ne savent pas qu'ils sont observés et regardés. C'est pour ça que le président crée les services de renseignement, la CEMIL, le centre de renseignement militaire. Celui qui est au centre de renseignement militaire doit être relevé, doit être chassé, même poursuivi en justice. Non? Donc, à la base, je vous ai déjà appris ici et partagé avec vous, à la base, tout citoyen est un agent de renseignement. Maintenant, il y a des agents de renseignement assermentés. Après le citoyen, il y a l'homme en tenue. L'homme en tenue est un agent de renseignement, quelle que soit ta fonction, que tu sois pompier, que tu sois douanier, que tu sois policier, militaire, gendarme, que tu sois de l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée marine, tous sont d'abord des agents de renseignement. Tout homme en tenue, en deuxième position. Parce que d'abord, c'est le citoyen lambda. Quand il se passe un incident quelque part, c'est le citoyen qui donne la description. Vous voyez toujours quand il y a un crime quelque part, le policier arrive avec son carnet et son stylo. Il s'adresse à qui? Aux témoins civils. Quand il se passe quelque chose au quartier, c'est toujours les civils qui vont vers les autorités pour vous dire, voilà, mon colonel, depuis une semaine, il y a une voiture garée là que nous observons, on ne sait pas, mais il y a une personne qui sort là régulièrement, il a une casquette avec les yeux fermés. Ça fait une semaine qu'il est là, on ne sait pas ce qu'il prépare. Et maintenant, les hommes en tenue vont aller parquer quelque part une autre voiture, faire, de l'investigation, la filature autour de cette voiture-là. Donc l'information part d'un civil pour un militaire, pour un homme en tenue, et on envoie les hommes en civil à côté pour investiguer. Mais alors, parmi les militaires, gendarmes, policiers en tenue, il y a des sections, des gars qu'on prélève, qu'on forme et on envoie dans les services de renseignement. Ils travaillent en civil. Vous pouvez le retrouver dans une banque, vous pouvez le retrouver dans un hôpital, vous pouvez le retrouver même dans un bar, dans des bateaux. Les Chinois sont devenus les spécialistes de ces comportements-là. C'est pour ça que le FBI et la CIA peuvent avoir peut-être 100 personnes qui travaillent là-bas chez eux. Mais en réalité, ils ont peut-être 2 ou 5 millions de personnes qui travaillent pour eux dans tous les pays. Parce qu'ils infiltrent pour aller comprendre ce qu'on pense de l'Amérique, pour aller voler la technologie, pour ceux qui sont avancés, et ainsi de suite. On les trouve partout dans le monde, sauf dans notre pays. Parce que dans notre pays, les agents de renseignement chez nous sont des gens du Congo-Ça. C'est pour ça qu'on préfère aller chercher les Libanais à l'extérieur pour venir travailler pour nous. Alors, les comportements comme ça arrivent parce qu'on ne peut pas savoir d'où vient l'information et qu'est-ce qui se prépare. Qu'est-ce qui s'est donc passé hier? Hier, 4 avril 2026, nous sommes là en pleine fête de Pâques pour les chrétiens.
une section, plusieurs sections, je veux dire, c'est-à-dire la gendarmerie nationale s'est déportée, la CEMIL s'est déportée, la DGRE se sont déportées, plusieurs unités comme ça se sont déportées à Obala, dans un village appelé Minkama. Là-bas, il fallait faire la perquisition. Pourquoi cette perquisition? Parce que quelques jours auparavant, je vous en avais parlé ici, pour ceux qui sont attentifs, quelques jours auparavant, l'un des éléments de la garde présidentielle avait été arrêté avec des munitions et des armes chez lui à la maison. Dans l'exploitation de cette source, relève qu'il y a plusieurs autres militaires qui ont les mêmes armes et les munitions chez eux à la maison. Que faites-vous avec des munitions de guerre chez vous à la maison sans autorisation? Il ressort donc que ces munitions et ces armes ont été volées, soustraits dans les centres de formation de la garde présidentielle. Il y a des armes, il y a des munitions, notamment une caisse de munitions de 5000 munitions. On vous dit que les militaires n'ont pas de munitions, les militaires n'ont pas ceci. Bon, mais on trouve quand même des munitions dans des maisons. Que font ces munitions dans les maisons? Que font ces armes dans des maisons? Toutes ces questions-là se posent aujourd'hui, mais ne devraient même pas se poser. Parce que si Ekoro et Vindi avaient fait leur travail de renseignement à la base, on n'en serait pas là. On aurait neutralisé ça. Toi, tu n'aurais même pas été au courant, moi non plus. On aurait su parce que le magasinier, depuis le centre, devait faire le contrôle de ses stocks. Et quand vous finissez, vous devez passer au contrôle pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a caché une munition dans sa poche pour aller la vendre au braqueur au quartier ou au bandit, ou alors faire usage de lui-même quelque part dans une circonstance que j'ignore ici. Donc, il y a défaillance quelque part. Alors, ces gens-là se sont donc déportés à Obala, dans le village dit Minkama, pour perquisitionner dans les maisons. Bien évidemment, ils ont trouvé des armes, quelques armes comme celles que vous voyez là. Ils ont trouvé des munitions. Alors, plusieurs questions se posent. Dans le contexte actuel, on se posera la question, est-ce que Boko veut organiser un coup d'État? Ce que je ne suis pas sûr, parce que ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Alors, dans le contexte actuel, est-ce qu'on a voulu piéger là Boko Bondo, Boko à Bondo Raymond, qu'on veut faire tomber des puits, on n'y arrive pas? Est-ce qu'on a piégé à travers ces éléments? Est-ce qu'on a laissé faire un certain nombre de choses pour dire au président que on vous avait dit que ce monsieur-là, il ne représente rien, il ne peut rien faire. La preuve est que les militaires ont des armes chez eux qu'ils ne devraient pas y avoir. Ils ont des munitions chez eux qu'ils ne devraient pas y avoir. Comment se fait-il qu'il y a ci, il y a ça, il n'y a pas le contrôle, il n'y a pas machin, il n'y a pas... C'est-à-dire, on peut tout dire pour le discréditer et à juste titre. Parce qu'on peut utiliser ça comme ça pour vous déstabiliser. Parce que, souvenez-vous, les gens portent des galons. Portent des galons de généraux. Beaucoup ont toujours mis de côté. C'est sa loyauté au président. C'est à cause de sa fidélité. Donc, si on n'a pas pu le joindre, l'atteindre directement, peuvent-ils passer par des moyens comme ça pour le déstabiliser, pour l'inculper? On n'en sait pas trop. Je vous pose des questions tout à fait en désordre pour que chacun se pose ces questions-là. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Quel est le rôle de Vindi? Quel est le rôle de Ekoro? Quel est le rôle de Mbozo? Parce que il y a des gens qui ont été chassés de la garde présidentielle depuis, mais qui sont partis pas forcément étant contents. Quel peut être leur rôle dans des comportements comme ça? Aucune question, aucune interrogation n'est à négliger dans un coup pareil. Et quand on est un patron du renseignement, on fait attention. Le premier handicap que nous avons au Cameroun en ce moment est le fait que les services de renseignement camerounais sont contrôlés par les étrangers. Oui, monsieur. Et je rappelle toujours que ces étrangers qui disent qu'ils viennent vous vendre leurs services dans leurs différents pays, ils sont tous en guerre et n'ont pas pu intercepter et les écouteurs téléphoniques et les armes pour battre l'Iran, pour battre l'Afghanistan, pour battre tous les pays que vous voyez là. Ils sont pourtant puissants. Ils ont des écouteurs téléphoniques. Ils peuvent tuer facilement des leaders. Et depuis qu'ils tuent des leaders, est-ce que ça a empêché
que d'autres leaders naissent? Toutes ces questions-là doivent se poser. Est-ce que c'est parce qu'on a tué un leader, qu'on a neutralisé une attaque, un groupe de personnes, un groupe de terroristes ou bien un groupe de personnes hostiles à votre pays? Mais ces gens-là n'arrivent donc pas à travailler pour leur propre pays à feu et à sang, où on tue des enfants tous les jours. Mais ils sont au Cameroun, ils vous disent qu'ils sont les patrons de racisme. Ils sont même assis au premier rang. C'est-à-dire, les militaires camerounais gradés sont assis derrière Boko. Mais vous verrez des personnes assises au même rang que Boko, qui sont les étrangers et qui ne foutent rien. Tu te poses la question, mais il y a un problème dans ce pays. Alors, quand il y a un truc comme ça, est-ce que vous croyez qu'on peut négliger une question? Le Libanais en question, ou les Libanais en question, ou les étrangers en question peuvent instrumentaliser les enfants pour faire tomber Boko, peuvent instrumentaliser les enfants pour faire un coup d'État à Paul Biya, pour faire instrumentaliser les enfants pour déstabiliser le Cameroun, tuer les Camerounais. On ne sait pas. N'est-ce pas? C'est facilement contrôlable quand les Camerounais contrôlent leur propre pays. On peut facilement, puisque si le Libanais dit je rentre chez moi, si vous allez le contrôler, il part chez lui, vous savez qu'il revient avec quoi? Il part chez lui, vous savez qu'est-ce qu'il a dans ses disquettes, qu'est-ce qu'il a dans ses clés USB, les informations des Camerounais, les informations de Boko, sa famille, les informations de Paul Biya, son épouse, tous les Camerounais, vous n'en savez tout rien. Je vais vous donner un autre exemple. Cela s'est passé il n'y a pas très longtemps. Le colonel Mbankui était encore en service. Le monsieur que vous voyez là, on l'appelle Sani Mohamedou. Il avait été arrêté avec des armes au Cameroun. N'est-ce pas? Arrêté avec des armes au Cameroun. Gardé à la CEMIL. L'enquête avait été déclenchée par un jeune capitaine appelé Efoudou. Il était le patron du service enquête, du bureau enquête à l'état-major. C'est-à-dire c'était l'enquêteur du président. Quand il y a quelque chose, c'est Efoudou qu'on doit voir, c'est Efoudou qu'on doit solliciter pour mener l'enquête. Je vous fais l'histoire courte. Dans ces renseignements, on lui fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui habite là-bas à Bastos, qu'on voit entrer et sortir, il est détenteur d'armes de guerre. Efoudou, dans son rôle, saisit la CEMIL et demande qu'on ait perquisitionné dans cette maison-là. La perquisition est faite, on retrouve les armes. Les armes là, on les retrouve. Les PA, les armes de pointe, les munitions. Mais non seulement on retrouve les armes, on trouve aussi des documents importants. C'est-à-dire, comment ce gars a pu rentrer ici avec ses armes dans ce pays? Qui est-il? On découvre que ce gars est un soldat français. Normalement, il est camerounais d'origine, mais de nationalité française, parce qu'il a travaillé pour la Légion étrangère. Là-bas, il est caporal ou caporal-chef ou sergent, mais au Cameroun, sa carte de visite, il dit qu'il est commandant. C'est saisi quand même, on récupère tout ça, on l'amène à la CEMIL. Mais on se pose une autre question. Comment ce gars a pu faire pour rentrer au Cameroun avec des armes? On trouve donc une lettre que seul le président de la République du Cameroun peut écrire une telle lettre et a le droit d'écrire une telle lettre. D'autoriser l'entrée des armes au Cameroun, c'est le président de la République, seul le président de la République. Parce que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, est un ministre délégué. C'est-à-dire qu'il est l'adjoint du président, le représentant du président à la Défense. C'est pour ça que c'est ministre délégué à la Défense, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Donc le véritable ministre de la Défense, c'est Paul Biya. C'est donc lui qui est la seule et unique personne qui peut signer un tel document. Je pose la question comment. Atandji a donc signé le document pour faire rentrer des armes au Cameroun à M. Sani Mohamedou. Il est donc arrêté, il est amené à la CEMIL, les armes saisies et conduit à la CEMIL. Pendant qu'il y est, on va empêcher totalement Mbankou Emile de mener une enquête dans cette affaire. Mbankou Emile va recevoir des appels de Mbargomboa qu'il faut le libérer, les appels de Paul Atandji qu'il faut libérer ce gars, les appels
de remise et mécanique, qu'il faut libérer ce gars. C'est dit, mais comment se fait-il qu'on me met une telle pression? Il y a quelqu'un qui est entré avec des armes, il faut le libérer, comment? Le monsieur est donc entendu à la gendarmerie. Quand il fallait l'entendre à la gendarmerie, on a aussi fait venir Effoudou qui avait été entendu. On est convaincu que ce monsieur qu'on a arrêté avec des armes là va être renvoyé en prison. Mais Banku Émile continue d'avoir une pression pas possible. Il faut le libérer, il faut le libérer, il faut le libérer. Pendant qu'on attend le monsieur à la gendarmerie pour la suite de l'enquête, Banku libère ce monsieur porteur d'armes de guerre au Cameroun qui pouvait tuer quelqu'un vivant à Bastos. On le libère et le jour même où on le libère, il prend le vol Air France et rentre. Je vous ai montré le document ici, là où son siège, le vol, le numéro du vol, comment il était habillé le jour où il est parti. La seule chose que Banku avait refusé de donner, c'était les armes. Je ne sais pas si les armes là sont à la CEMIL, Banku a amené ça chez lui, puisqu'il a ramené pas mal d'armes chez lui à la maison. Chacun prépare la guerre à son niveau, je ne sais pas trop. Mais il a libéré le monsieur et il est parti. Maintenant, il y a une question que il y a une situation que vous ne maîtrisez pas. Le garçon, ça va nous ramener vers Beko Abondo. Le garçon qu'on a appelé le capitaine Effoudou, qui avait déclenché cette enquête, avait commencé à être persécuté. À toutes les personnes plus gradées que lui, les Banku Émile, tout ce monde ont commencé par le persécuter. En ce moment où je vous parle là, le capitaine Effoudou est déserteur en fuite pour sauver sa vie. Vous voyez un peu. Vous comprenez ce que c'est que le Cameroun. Le capitaine, est-ce que le président est au courant que son chargé d'enquête à l'état-major n'est plus au Cameroun? Quel est le rapport qu'on a donné aux Camerounais? Quel est le rapport qu'on a donné au président? Quel est le rapport qu'on a donné au ministre de la Défense? Quel est le rapport qu'on a fait au chef d'état-major particulier? Quel est le rapport qu'on a fait au chef d'état-major des armées? Concernant cette affaire, quelle est la responsabilité d'Effoudou? Pourquoi on a fait fuir ce monsieur? Pourquoi Effoudou est-il en fuite? Pourquoi il est déserteur? Pourquoi il est-il persécuté? Ça me ramène du côté de Raymond Abondo. Alors, Raymond Abondo, le patron de la garde présidentielle, que Ferdinand Gongo vous fait débarquer depuis. Il y a eu trop de manigances, il y a eu trop de coups, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On veut le débarquer pour avoir l'accès libre. On veut le débarquer pour que ce soit plus facile. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve des munitions dans les maisons des éléments de la garde présidentielle? Est-ce un piège pour accuser Boko Haram? Est-ce un coup monté pour accuser la garde présidentielle de préparer un coup d'État? Est-ce un piège aussi pour démontrer que Boko Haram ne tient pas ses hommes? Comment les militaires peuvent se retrouver avec des caisses? Les militaires peuvent se retrouver avec des caisses de munitions, avec 5000 munitions, un militaire dans sa maison et qui n'a pas droit. Alors, quel est le rôle des patrons des services de renseignement? Quelle est l'influence de Boko Haram pour contrôler ce qui se passe dans sa maison autour de lui et à la présidence? Est-ce un piège? Est-ce un coup? Est-ce une manipulation? Est-ce une instrumentalisation des éléments de la garde présidentielle? Toutes ces questions-là sont importantes. Mais la plus importante ici, c'est quel est le rôle de Evindi, le colonel? Je vous ai dit tantôt que le service de renseignement a pour but de neutraliser une tentative d'opération dans l'œuf pour qu'elle n'ait pas lieu. De détecter quelque chose qui se prépare, de tuer ça dans l'œuf et arrêter les contrevenants avant que cela n'ait lieu. Alors, comment se fait-il que les armes se retrouvent dans des maisons des soldats, des militaires de rang, futur des officiers? Que font les armes dans vos maisons sans autorisation? Surtout des caisses de munitions. Ça a été détourné au centre d'instruction. Quand on sait également qu'il y a beaucoup de munitions qui sont vendues dans le Nozo. Les munitions ne se fabriquent pas dans le Nozo. Les munitions sont détournées dans les armureries, dans les casernes, dans les centres d'instruction. Je me rappelle une fois ici que là-bas dans le sud, j'avais dénoncé toute une camionnette qui avait été saisie des munitions et des armes qui partaient du côté du Nozo. Banku Émile était aux affaires à l'époque. Je vous dis ça pourquoi? Ne croyez pas que c'est un acharnement. C'est pour vous dire là où il y a défaillance. Nous regardons maintenant là où nous sommes tombés, mais nous ne voyons pas là où nous avons cogné le pied. Se laisser aller des armes qui circulent, qui vont et viennent, par les services de renseignement, par de Banku, par de l'administration territoriale. Vous avez des FEMAN qui ont des armes. Des FEMAN. Porter une arme au Cameroun
relève d'une enquête de moralité. Tu peux être milliardaire. Si ton enquête de moralité ne tient pas, on ne peut pas te donner l'autorisation de porter une arme, d'avoir une arme chez toi. Mais les Feman ont des armes. Edmond Otto, le vendeur de drogue à Douala, qui travaillait avec Mekinde, il a une arme. La plupart des hommes d'affaires bandits à Douala ont des armes. À Yaoundé ont des armes. Les fils de certains ministres ont des armes. Pourquoi se laisser aller? Les services de renseignement devaient faire leur travail. Parce que quand tu vas interpeller, on va te dire, tu connais la personne là, tu sais qui je suis. Donc, tu l'as demandé, c'est le fils de, c'est la copine de, c'est le petit frère de l'oncle de la tante de Atanganji. C'est le petit frère de la cousine de tante de tel colonel. Non, c'est la petite soeur, la grande soeur, l'épouse du mari sur Domifion de Chantal Biya qui avait. Vous voyez un peu, les gens ne font plus leur travail. Donc, les armes se promènent, se baladent. Ok. Donc, quand on a fait partie Sani Mohamedou, on n'est pas allé perquisitionner la maison du ministre qui a fait cette affaire-ci. C'est très grave. Faire rentrer les armes dans un pays avec l'autorisation, sans l'aval du président, qui es-tu? Ça veut dire qu'on ne respecte plus la hiérarchie. Tout récemment, dans le nord, lui, Paul Moutazier, ces éléments, les douaniers ont saisi les armes là-bas et les munitions. Est-ce que vous connaissez où est cette enquête? On ne vous en parle pas. Parce qu'automatiquement, chacun a son petit niveau, protège sa petite chapelle, prépare son petit coup, et on distille, on dissimule les armes comme ça et là, et les munitions. Et c'est les Camerounais qui en souffrent. Parce que, à force, on retrouve des munitions partout. Il y a des braquages au quartier, il y a les femmes, les enfants qui sont tués, il y a des citoyens camerounais qui sont agressés avec des armes et des munitions. Souvenez-vous, l'affaire Gabour. Dans l'affaire Gabour, il y a un colonel qu'on appelle Zé Nyangono, Charles. Les militaires sont allés tuer des enfants à Gabour, brûler des maisons, calciner, mais c'était 3 militaires. Mais ils étaient accompagnés de 10 civils qui sont appelés le comité de vigilance. Ces 10 civils-là étaient armés. Et ce sont eux qui ont tué et calciné. Alors, je vous rappelle ici que les 3 militaires avaient été arrêtés, d'après le rapport signé par Ngongo Ferdinand. Ces 3 militaires avaient été arrêtés et jetés en prison. Mais les 10 civils du comité de vigilance, armés, n'ont jamais été retrouvés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été armés par Atanganji. Quel était le rôle de la CEMIL? Pourquoi on en arrive là? Quel a été le rôle de la CEMIL? Est-ce que la CEMIL s'est rassurée qu'en allant dans cette mission-là, parce que c'est écrit dans le rapport, ce que je vous dis, ils ont été informés par un repenti. Il leur a dit, là-bas, dans cette maison-là, il y a les terroristes, allez brûler, allez tuer. Est-ce qu'à l'époque, Mbaku Emile a-t-il envoyé des éléments sous couverture, infiltrés, pour aller se rassurer que non, dans cette maison-là, vivent vraiment des terroristes? Non, il n'a pas fait ça, parce que s'il avait fait ça, le pire n'allait pas arriver. Est-ce qu'il s'est rassuré de la moralité de ces militaires détenteurs d'armes de guerre pour aller mener une telle opération? Est-ce qu'il s'est rassuré de la moralité de ce groupe de 10 civils du comité de vigilance, détenteurs d'armes de guerre? Non, il n'a pas fait ça, sinon le pire ne serait pas arrivé. Ils ont donc tué, ils ont calciné, ils ont fui, on a arrêté les plus faciles. Les militaires, on a jeté en prison. Demain, quand il y aura une enquête comme celle qui est en cours ici, une plainte, c'est Paul Biya qu'on va regarder. Alors que ça part de Bankui, alors que ça part de Zé, alors que ça part de ces autorités-là. Il y a même un autre encore qu'on doit même arrêter. Le patron du centre de renseignement militaire. On ne sait pas à quoi sert ce monsieur. On doit l'arrêter et le mettre en prison. Il faut que je cherche son nom et sa photo pour partager avec vous ici. On ne sait pas à quoi sert ce type. Les scandales sont partout. Les militaires sont impliqués dans toutes sortes de choses. Hier, non, avant-hier, on a encore tué des militaires dans un camp, Boko Haram. Et ce qui est important dans cette information, au-delà des vies qui ont été ôtées, ce qui est important à noter, c'est que les armes ont été emportées. C'est-à-dire, il y a déjà les vies qui ont été ôtées, c'est très grave, on a tué des Camerounais. Mais ils ont aussi volé des armes, ils ont amené, qui vont servir encore pour d'autres crimes, braquage, agression et assassinat. Que font les services de renseignement? Que fait le patron du centre de renseignement militaire? Il sert à quoi ce type? Comment se fait-il que nous sommes dans notre propre pays depuis pratiquement 2016? Nous sommes dans des guerres, dans notre propre pays, en guerre contre nous-mêmes, Nozo, Nord-Ouest, Sud-Ouest, en guerre contre nous-mêmes, dans les incursions des Baraka et des anti-Baraka. On s'entretue, on nous tue dans notre propre pays. On a des services de renseignement. Qui fait quoi, quand, comment, avec qui et pourquoi? Il faut informer, il faut renseigner, il faut dénoncer. Vous voulez que le président de la République aille à la garde présidentielle devenir lui-même colonel, qu'il aille à la CEMIL devenir le patron de la CEMIL, qu'il aille à la gendarmerie devenir Kalash Etoga, le secrétaire d'État, qu'il fasse quoi? Donc, toutes ces questions-là sont importantes. Dans le contexte actuel, quelle est
Quelle est la responsabilité des uns et des autres? Vous savez qu'il y a la vice-présidence. Et vous savez qu'il y a même la présidence en elle-même. Quelle est la responsabilité de ceux qui veulent les prétendants? Veulent-ils neutraliser ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Parce que tout le monde est prétendant. Même Samuel Eto'o, fils, peut être prétendant. Brenda Biya, Chantal Biya peut être dans la liste. Ferdinand Gongo, Oswald Babouké, Franck Biya, Evou Mokou, parce qu'on a dit qu'il faut neutraliser Evou Mokou. Ils ont même dit qu'il faut éliminer physiquement Evou Mokou. L'un des neveux du président, qui peut devenir vice-président, qui peut devenir je ne sais pas trop quoi. Donc, vous voyez, dans tout ce mêlé-mélo, on ne sait pas qui peut faire quoi. Je ne vous parle pas du côté anglophone, où tout le monde, les Yang Philemon, tous ces gens-là, chacun veut être vice-président. Je te pose dans la question qui tue. Vous voulez être des vice-présidents, alors que vous êtes déjà des présidents dans vos postes respectifs. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Camerounais? Pour qu'on sache que demain, si Ferdinand Gongo est là, il va faire mieux qu'il a fait quand il va faire mieux que ce qu'il a fait quand il était secrétaire général. Si Samuel Eto'o arrive, on dit que Samuel était vice-président du Cameroun. On va dire que voilà, il a fait mieux que ce qu'il va faire mieux que ce qu'il a fait à l'Afrique Foot. Si Franck Biya arrive, on va dire voilà, Franck Biya est là, il va faire mieux que ce qu'il a fait dans les casinos. Si Oswald Babouké arrive, on dit voilà, tiens, Oswald Babouké est là, il est arrivé, il va faire plus de miracles qu'il a fait dans l'église, dans son église en tant que pasteur. Non, il a désenvoûté Brenda, il a béni Brenda, il a béni Franck, il a béni tout le monde. Vraiment, s'il est vice-président, il va faire des miracles. Le Cameroun va se réveiller. On peut se poser toutes ces questions-là sur chacun d'entre eux. Pourquoi voulez-vous la vice-présidence? Si on vous dit aujourd'hui qu'il faut la présidence, tout le monde va basculer là-bas. Alors que ces gens-là ont des postes, ils ont passé leur temps à utiliser leurs postes pour abuser les Camerounais, pour tuer les Camerounais. Alors, cette histoire de munitions, cette histoire de perquisition, cette histoire de détention d'armes, est-ce une manipulation? Est-ce une tentative de neutraliser Boko Abondo? Ou est-ce une tentative de le discréditer dans sa capacité à protéger le président? Est-ce une volonté comme ça organisée de pouvoir l'éloigner pour mieux avoir accès au président de la République en cas de quelque chose? Toutes ces questions-là se posent. Nous avons des réponses à notre niveau. Oui, oui aussi. Nous avons, je veux le dire modestement, un début de réponse à notre niveau. Alors ce n'est pas ici que je vais donc vous donner les débuts de réponse que nous avons, ce que nous avons comme proposition, ce que nous avons comme idée. Mais, en un seul mot, ce qui s'est passé là démontre qu'il y a défaillance quelque part. Pour qu'on puisse déplacer les gens depuis Yaoundé pour aller perquisitionner à Minkama, au Bala, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe depuis. Depuis combien de temps ces gars volent les munitions? Si c'est un coup d'État qui se prépare, depuis combien de temps ça se prépare? Qui fait quoi? Vous avez des écoutes téléphoniques pour écouter Nouma aux États-Unis. Vous avez des écoutes téléphoniques pour écouter qui sort avec qui au Cameroun, mais pas pour voir qui est capable de faire quoi. Parce que si vos écoutes téléphoniques fonctionnaient, vous n'avez pas besoin d'aller les arrêter aujourd'hui. On allait les intercepter au 3e ou à la 4e communication de ce qu'ils préparent, ou ce qu'ils s'apprêtaient à préparer, dans leur imagination ou bien dans leur organisation. À quoi servez-vous donc? À quoi servent les Libanais qui sont au Cameroun? Que font-ils? Ils sont dans les affaires, ils construisent des supermarchés, ils construisent des bars et des restaurants, ils sont dans la promotion de la drogue, dans la promotion de tout et n'importe quoi. Vous avez donc des appareils d'écoute téléphonique que ces gens-là vous ont ramené de leur pays, là où ils disent qu'ils sont des suprêmes dans la technologie, mais ils ne sont pas capables de neutraliser les bombardements qui se font chez eux. Ils ont même peur de filmer. C'est-à-dire on interdit de filmer chez eux. Non, ne filmez pas ce qui se passe, comment on tue ici. Mais nous sommes des puissants. Nous avons des armes. On est capable de voir là où Jésus dort. On est capable d'écouter X ou Z. Mais vous n'êtes pas capable d'écouter les Iraniens. Vous n'êtes pas capable d'écouter les Afghans. Comment font-ils pour vous dormir dans le mboko comme ça? Comment font-ils pour vous damer le pion? Non, on ne savait pas qu'ils avaient des armes comme ça. Ah bon? On ne savait pas qu'ils avaient des armes. Mais que faites-vous avec vos appareils d'écoute téléphonique? Vous avez tellement des services de renseignement puissants. Et vous êtes surpris par la force des Iraniens. Mais votre renseignement, c'est quoi? C'est qu'aller te cacher quelque part. Tu dis que tu fais le renseignement. Tu te fonds dans la masse. Tu vas te cacher quelque part. Tu tues quelqu'un, paf. Et tu repars. Tu dis que non. Ouh, ils ont un service de renseignement fort. Hein. Ils ont tué le patron. You know.
de cette organisation-là. Ils ont ciblé, mais je vous assure que ça fait plus de 6 ans qu'ils sont en train de le filer. Ils le filaient, ils ont piégé les lampadaires, ils ont piégé les ampoules, finalement ils l'ont eu. Est-ce que cela a empêché que plus vous tuez comme ça de façon ciblée, que ça augmente la puissance de ces gens? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser chez nous, au Cameroun. Ces gens-là sont forts, très forts en termes de renseignement. Mais que font-ils pour protéger leur propre pays? Ce qu'ils viennent nous vendre là, bon, ils ont essayé ça chez eux. Certainement, ils ne nous ont même pas vendu la version qu'ils ont utilisée dans leur propre pays. Mais leur propre pays est vulnérable. On bombarde, on tue les enfants de ce pays-là. On les tue comme des mouches. Ce qui est condamnable, tuer des êtres humains comme ça. Mais ils ont dit qu'ils sont forts, capables de se protéger. Comment ont-ils fait? Mais non seulement ils ne vous apportent pas chez vous la version originale et plus puissante de ce qu'ils ont chez eux, ils vous apportent une seconde version et qui ne sert à rien chez nous. Parce que chez nous, sans des guerres organisées par des gens qui veulent se neutraliser, on n'a pas besoin d'armes comme ça. On n'a pas besoin de tout ça. Parce que les Camerounais, les Africains veulent la paix. Mais c'est ceux qui n'ont pas de richesse qui fabriquent des instruments comme cela pour se faire de l'argent parce qu'ils n'ont pas le pétrole. Ils n'ont pas le gaz. Ils n'ont pas une terre qui produit. Ils n'ont pas des arbres. Ils n'ont pas l'or, le diamant, ils n'ont pas le manganèse. Alors pour eux, il faut fabriquer les armes pour qu'on s'entretue et eux ils se font de l'argent. Malheureusement, les mêmes armes, tuent chez eux. Alors quel est l'intérêt de venir nous les vendre en Afrique? Au Cameroun, tu devais te poser cette question. Oui, il faut se préparer à la guerre. Mais pourquoi, depuis 43 ans, nous n'avons pas pu nous-mêmes nous organiser, avoir des armes pour nous protéger, pour attendre des personnes qui viennent nous vendre le vent? Parce que chez eux, il n'y a rien, ils ne peuvent rien faire, mais chez nous, ils viennent nous vendre ce qui ne marche même pas chez eux. Vous comprenez qu'il y a un problème. Alors, je pose ces questions-là, sans pointer du doigt qui que ce soit. Chacun se reconnaîtra que notre problème, c'est le manque de patriotisme. On ne croit pas en nous. On croit aux menteurs, aux manipulateurs qui viennent chez nous, nous vendre le vent. Et les conséquences sont là. Ça se fait devant vous. Ce n'est pas nous qui parlent à partir d'ici, des États-Unis. Ils vous ont dit qu'ils sont capables de protéger le Cameroun, de protéger les citoyens camerounais. Oui, de protéger les citoyens camerounais. Ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce qu'ils nous laissent? Ils veulent faire leur petit business en utilisant les faiblesses de ceux qui croient au matériel. Ils vous vendent, rien n'est vendu au Cameroun sans être surfacturé, sans retour-commission. Et on fait ce retour-commission avec qui? Avec les Chinois, avec les Libanais, avec les étrangers, en exposant nos propres vies. Vous croyez que si un coup d'État arrive là, ceux qui ont organisé ça, est-ce que vous pensez qu'ils se retireront tous vivants? En 1984, beaucoup de membres du gouvernement sont morts. Beaucoup des enfants, plusieurs enfants des membres du gouvernement sont morts. Alors que ceux qui tentaient ce coup d'État pensaient qu'ils allaient vivre. Alors si c'est Ngongo, si c'est Olvat Baboke, si c'est qui que ce soit, sachez qu'à force de faire ces choses-là, vous n'allez pas vous-même échapper. Nous avons donc la possibilité de former les Camerounais, de les éduquer au patriotisme, d'aimer leur pays comme les Chinois aiment leur pays, d'aimer leur pays comme les autres enfants qui se battent pour leur pays aiment leur pays, au Mali, au Burkina, au Niger, comme certains peuples aiment leur pays. Les Camerounais sont capables d'aimer leur pays, mais ceux qui sont là maintenant amènent les Camerounais à se détester et à détester leur pays, au point où il est important de faire entrer un étranger, de faire fuir un Camerounais comme ils ont fait fuir le capitaine Effudu. Alors la question que je vais me poser ici, à la fin, est-ce un piège dans lequel on veut faire tomber Boko Abondo Raymond? Est-ce réellement une organisation de déstabilisation qui est mise sur pied? Est-ce les éléments de la garde présidentielle sont-ils tombés dans un piège organisé par ceux qui veulent prendre le pouvoir? Ou alors, ça peut être une action isolée des éléments de la garde présidentielle qui ont trouvé un bon filon. Peut-être qu'ils sont mal payés. Ils ont donc décidé de vendre les munitions, de voler des armes, à les vendre à l'extérieur. Toutes ces questions-là méritent des réponses et des solutions. Mais une certitude, c'est que ça déstabilise, ça montre les faiblesses de Raymond Abondo, qui ne contrôle pas sa maison. Donc, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, si on va sanctionner ces enfants-là, il faut aussi se poser la question, mais quel est le rôle d'Abondo lui-même? Quel est le rôle de Vindi? Quel est le rôle des Koro? Quel est le rôle du patron de renseignement, du service de renseignement militaire, du centre de renseignement militaire? L'investigation, le renseignement, la sécurité présidentielle
ne concerne pas seulement les gars de la garde présidentielle. C'est une question de tous les militaires. C'est une question de tous les militaires. C'est une question de tous les gendarmes et de tous les policiers. La sécurité du territoire camerounais n'est pas une action seulement du militaire. C'est aussi le civil. C'est ce que nous mangeons. C'est ce que nous buvons. C'est ce que nous portons. C'est là où nous habitons. C'est qui nous fréquentons. Quels sont ceux qui sont chez nous? Les Libanais. Que font-ils? Depuis combien de temps sont-ils là? Quel est leur apport? Quels sont les résultats? Quand nous faisons le bilan, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce qui reste à apporter? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi continuons-nous de garder des personnes qui ne nous apportent rien alors que le pays plonge dans l'insécurité? Toutes ces questions devraient se poser. Et nous, Camerounais, nous avons des réponses. Les Camerounais qui ont été formés partout et qui vivent au Cameroun et ceux qui vivent dans la diaspora ont des réponses. Comment se fait-il que nous avons les meilleurs commandos et on vole sur le président de la République? Quel a été le rapport de Bokor Abondo? Si Bokor Abondo avait caché ce rapport, n'a pas voulu dire la vérité au président, les gens qui veulent sa place ne vont pas le louper. Oui, parce que si tu passes ton temps à vouloir protéger les autres, parce que vous êtes dans des réseaux, je ne peux pas dire ceci contre tel, je ne peux pas dire ceci contre tel, mais quand ça va arriver à ton tour, personne ne va te protéger. On va te frapper, paf! Comme ils ont frappé celui qu'on appelle Cléopas Modoulou. Voiture, de grosses voitures, le luxe, il n'écoute personne, il fait à sa petite tête, paf! On a frappé, il a perdu 95% de son pouvoir. On a retiré la gestion de l'argent. Il a été mis de côté. Alors quand on nous parlait ici, c'est que nous sommes jaloux, nous sommes méchants, nous sommes aigris, nous avons faim, nous avons soif. On peut rester à l'extérieur. Mais il a eu l'argent, il a eu le pouvoir. Celui qui mettait les chaussures au président pouvait nettoyer le président, pouvait l'aider à s'habiller, et ainsi de suite. Entre eux là-bas, on l'a frappé il y a donc quelques jours. Il a été renvoyé dans son bureau. On a nommé un DAG, directeur des affaires générales, qui va gérer l'argent. Donc les coups comme ça là, on les retrouve là-bas à l'intérieur parce que vous ne savez pas que parmi vous, il n'y a pas une cohésion. Il y a des ennemis, comme ça s'est fait avec Alain Bengoro, comme ça s'est fait avec Rémi Zemeka. Vous voulez toujours vous neutraliser, vous tuer entre vous. Quand tu as un poste, tu sollicites celui de l'autre. Alors que tu n'as même pas encore fait le travail pour lequel tu as été nommé. Et là où tu as été nommé, alors que tu as même plus de pouvoir. À force de faire tout ça, vous vous exposez. Vous nous exposez aux étrangers. Vous nous exposez à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous voient faire. On se retrouve là comme ça, avec complètement démunis. Parce que nous ne sommes pas contrôlés par nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas dirigés par nous-mêmes. Parce que nous sommes contrôlés par des étrangers qui viennent pour eux faire leur petit business chez nous, dans notre pays, le Cameroun. Alors, il faut reformer, il faut revoir tout ça. Chaque fois que je vous parle ici, c'est avec, je suis tellement habité par l'amour et le patriotisme que je me dis qu'il n'y a aucune puissance au monde qui dépasse la puissance des Camerounais. Il n'y en a pas. On peut collaborer avec les autres parce que, on a besoin d'être complémentaires avec les puissances des autres, on va apprendre, puis on ramène. Mais le Camerounais seul, déjà, est capable de faire beaucoup de choses. Mais vous passez votre temps à le réduire, à le minimiser, à le ridiculiser, en ne voulant élever les étrangers. Aujourd'hui, on va croire aux Libanais qui viennent s'asseoir au premier rang avec Bokor. Ils sont assis. Ils s'observent, ils sont là. Qu'est-ce qu'il apporte? Rien. Que Bokor ne peut pas apporter. Qu'est-ce qu'il apporte qu'un officier auto-Cameroun formé dans tous ces pays-là ne peut pas apporter? Est-ce que c'est la couleur qui vous trompe? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est... Je ne comprends pas. Quel est ce complexe? Vous voulez toujours voir un blanc à côté de vous, dans votre propre pays, en termes de sécurité. Vous avez vu au Rwanda? Vous avez vu ce qui se passe de l'autre côté dans d'autres pays de l'AES? Jusqu'à quand allons-nous croire qu'il faut toujours être sous le parapluie des autres? Et vous avez donc vu les conséquences de croire qu'il faut vivre sous le parapluie des autres, ce qui arrive aux pays arabes, qui ont confié leur sécurité, sont allés rester comme ça, les se gardent les couilles parce qu'ils sont des pays pétroliers. Ils ont confié leur sécurité à d'autres. Vous avez vu ce qui se passe là-bas. Ne soyons pas surpris un jour que nous soyons attaqués et que l'attaque se fasse avec la coordination par les étrangers à qui vous avez fait confiance. Et vous n'allez pas échapper parce qu'ils vous connaissent, ils vous enregistrent, ils vous écoutent, ils savent qui vous êtes parce que vous leur avez donné la possibilité de rentrer dans vos vies. Parce que quand vous allez prendre les appareils d'écoute, vous croyez que c'est pour écouter les autres. Quand vous donnez
nos dossiers aux gens qui font nos passeports, nos cartes d'identité. Vous croyez que ce n'est que pour les autres citoyens, alors que vos informations aussi sont là-bas. À travers ces informations-là, on traque vos comptes bancaires. À travers ces informations-là, on connaît où sont, ils savent où sont vos enfants. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont contre le système ou qui dénoncent le système. C'est aussi vous qui êtes exposé. Chaque fois que tu crois que tu as acheté quelque chose pour contrôler les autres, ceux qui utilisent ça ne vont pas seulement contrôler les autres, ils vont aussi te contrôler pour mieux te faire chanter. Oui, monsieur. Alors, quand on connaît ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as la réponse, tu as la réponse. Qu'est-ce qui te manque? L'application, la confiance. Crois à ton frère camerounais. Crois à sa capacité à protéger son pays. Ne regardez pas le poste, ne regardez pas la fonction, ne regardez pas l'argent. Regardez l'amour que vous avez pour votre pays et pour vous-même. Comment peux-tu croire que quelqu'un d'autre peut te protéger que toi-même? Je ne sais pas. Quand tu rentres à la maison chez toi, et ça, quand tu arrives à la maison, tu as acheté les fruits. Et ça, quand tu arrives, tu nettoies ces fruits-là. Parce qu'ils étaient exposés. Tu ne sais pas comment les a traités. Quand tu achètes un repas dehors, tu arrives à la maison, dès que tu goûtes, tu dis qu'il n'y a pas le sel. Tu remets encore un petit cube, un peu de sel. Pourquoi? Parce que celui qui a fait ça, il a fait ça à son goût, à lui. Mais ce n'est pas à ton goût, c'est aussi pareil pour la sécurité. Comment peux-tu penser qu'un temps soit peu, que quelqu'un d'autre peut te protéger mieux que toi-même? C'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, les conséquences sont dans là. Les militaires camerounais désertent. Les étrangers s'asseyent chez nous au Cameroun. Ils disent qu'ils nous apportent la sécurité. Ils instruisent, ils enseignent, ils font leur business. Ils construisent les bars et les restaurants pendant que les Camerounais vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Ils vont en exil chercher ceux qui sont en abondance chez eux. Mais quand ils vont réussir là-bas, on reconnaît en eux qu'ils sont forts parce qu'ils sont devenus populaires. On appelle les Nganou, on vit avec eux. Alors que quand Nganou partait, le Libanais était au Cameroun. Vous avez vu Nganou. Vous n'avez pas appelé Nganou. Mais vous êtes allé chercher le Libanais. Mais depuis que ces Libanais-là sont au Cameroun, depuis que ces Chinois-là y sont, vous voyez le nombre de crimes, vous voyez les assassinats, parce que les gens ne sont pas là pour la sécurité des Camerounais. Ils sont là pour leur business. Ils sont là pour leurs affaires. Et ceux qui les ont fait venir ne sont plus des patriotes. Ils ne sont pas des patriotes. Ils sont là pour leur business. Ils sont là pour leurs affaires. Alors nous devons donc nous battre pour que les comportements comme ça s'arrêtent. Qu'on apprenne aux Camerounais à être patriotes, à aimer leur pays. Ils travailleront pour leur pays, même s'ils sont n'importe où. Les Camerounais sont capables de tout faire, comme les Chinois. Les Chinois sont partout, les plus grands voleurs de la technologie. Les plus grands voleurs. Je suis sûr, un jour, que si on décide d'investiguer sur le bâtiment qui a été construit par les Chinois, là, l'Assemblée, vous allez trouver des micros là-bas que les Chinois ont mis, comme ils ont fait à Addis Abeba. Partout où les Chinois ils mettent des micros pour mieux vous espionner et mieux vous vendre ce qui vous manque. C'est comme le téléphone portable. Si je m'assois ici, je commence à dire que je veux le parfum Tête Lapidus. Je cause avec quelqu'un. Je veux le parfum Tête Lapidus. Je veux le parfum Yves Saint Laurent. Je veux un parfum Dior. Je parle avec toi comme je parle là. Mon téléphone est posé là où il est posé là-bas. Dès que je vais ouvrir mon téléphone tout à l'heure là, je m'en vais sur ma page Facebook ou bien sur ma première page Google. Je vais commencer à voir les publicités de parfums, de tous les parfums que j'ai nommés là-dessus. Parce que nous sommes écoutés. Oui, monsieur. Les gens font des choses pour eux. Nous ne faisons pas des choses pour nous. Nous les aidons dans leur évolution. Le monde se développe avec nous, mais évolue sans nous. Et note cette phrase-là. Le monde se développe avec nous, mais évolue sans nous. Nous sommes à la traîne. On s'auto-détruit. On s'auto-neutralise. On fait vivre les autres. Je viens de vous prendre un dernier exemple. Observez le Moyen-Orient. Observez le Liban. Est-ce que vous connaissez qui est le président du Liban? Est-ce que vous savez que le président du Liban est un terroriste qui a tué des juifs, qui a tué des chrétiens, qui a tué des musulmans, qui a tué des noirs, qui a tué des blancs, qui a tué des américains, qui a tué des français, qui a tué des libanais, qui a tué des palestiniens, qui a tué des iraniens? Il était terroriste. Mais aujourd'hui, il est président. Pourquoi ces gens-là ont fait de lui président? Ils n'ont pas fait de lui président parce que j'ai demandé ou parce que toi tu as demandé. Pour leur intérêt personnel, ils savent pourquoi ils ont voulu qu'il soit là. Ils pensent toujours pour leur intérêt. Même s'il faut tuer d'abord leur intérêt. Mais nous ne pensons pas pour notre intérêt national. Nous pensons pour l'intérêt des autres et pour nos intérêts égoïstes. Le porte-monnaie, pas sécuritaire, pas alimentaire, pas sanitaire, égoïste, l'individualisme, l'égocentrisme, n'est-ce pas? Les pays occidentaux sont capables d'aller dealer
avec des terroristes pour leur intérêt personnel. Mais nous sommes capables de sacrifier les meilleurs penseurs de chez nous pour faire plaisir aux terroristes qui viennent de l'étranger. Parce que chaque étranger qui vient au Cameroun, quel que soit son degré de confiance, est d'abord un espion contre notre pays. D'abord, chaque Chinois qui vient aux États-Unis, quel que soit son degré de loyauté, va toujours avoir une pensée pour son pays, la Chine. Le président Donald Trump a dit, tous les lampadaires ici, là, avec Huawei, qui devaient faire un certain nombre de choses, il dit qu'il ne veut plus voir ça. Pourquoi? Parce qu'il redoute les Chinois. Le président Donald Trump, son premier mandat, il a enlevé beaucoup de contrats aux Chinois. Il dit que ce sont des espions. Mais nous, on n'a même pas besoin. Parce que nous-mêmes, nous travaillons au compte des étrangers. C'est-à-dire au Cameroun, tu n'as pas besoin de demander à un Camerounais qu'il faut l'écouter. Lui-même, qui va donner les informations à Macron. Et qui va donner les informations aux Chinois. Parce qu'on lui a promis un poste. On lui a promis un peu d'argent. Pour cela, il faut livrer la sécurité des enfants de son propre pays. Il faut livrer Paul Biya, qui lui a donné un poste à la gendarmerie, à la police. Il faut vendre Paul Biya, il faut vendre les Camerounais. Parce qu'on va se dire que non, avec l'influence de la France, non, on va le maintenir là. Avec l'influence des rapports de ceci, on va le maintenir là-bas. Faites attention, parce que demain appartient à Dieu. Ceux qui ont gardé l'argent en Arabie Saoudite ont vu les limites aujourd'hui avec la guerre. Tout va augmenter, beaucoup vont perdre leur argent. Ceux qui ont misé sur la bourse, demain vont perdre. Le meilleur moyen d'investir, c'est dans nos pays, c'est dans nos villages. Le meilleur moyen de chacun, c'est dans son pays, c'est dans son village. C'est dans nos villes, c'est au Cameroun, c'est en Afrique. Là au moins tu es en sécurité. Alors si nous ne pouvons pas être en sécurité chez nous, mais les étrangers sont plus en sécurité chez nous plus que nous-mêmes, alors nous ressemblons à quoi? Nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Les Israéliens croient en Dieu, mais ils vont à l'église, ils ont l'arme à l'épaule. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, mes frères, mes compatriotes, nos amis, nos partenaires israéliens vont à l'église, il a son arme. D'autres vont même enseigner, il a son arme. Il va faire ses courses, il a son arme. Mais, toi tu pries le Dieu d'Israël. Cet Israélien-là, quand il va travailler, il a son arme. Parce qu'il a compris le jeu et les enjeux. Il a compris son intérêt d'avoir une arme pour se protéger. Il est temps pour toi de comprendre où tu vas, avec qui, quand, comment et pourquoi et avec quoi. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous est dans son domaine respectif. Ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie et me donnera la vie, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je vous dis d'être vigilant, très vigilant. Paul Barthélemy Biyabivondo nous a tout donné. Il ne peut pas tout faire. Je peux faire, tu peux faire, nous pouvons faire. Chacun dans son domaine respectif. Et mettons-nous au travail. On ne peut pas faire plus confiance à un Chinois qu'à un Camerounais, à un Libanais qu'à un Camerounais, à un étranger qu'à un Camerounais. J'avais donné les preuves devant vous. Ils nous ont tout vendu. Ils ont fait la promotion de tout. Ce que j'ai appelé l'apprentissage par observation. Ce qui se passe là, tu ne peux voir ça dans aucun livre. Les pays se disent puissants, mais sont challengés par un seul pays qui est sous embargo depuis plus de 60 ans. Et ces pays puissants vous font comprendre qu'ils ont des écoutes téléphoniques, ils ont des satellites, ils ont des services de renseignement, ils ont des services spéciaux, ils ont des commandos. Mais en 60 ans, ils n'ont jamais su ce que les autres faisaient. Au point aujourd'hui, ils végètent. Dans aucune école, tu ne pouvais apprendre ça. Dans aucune école, tu ne pouvais apprendre cela. C'est pour cela que je te dis maintenant, il n'y a que toi. Crois en toi et la foi en Dieu. Nul autre ne peut te mettre à l'aise que toi-même. Personne sur cette terre ne peut t'aimer que toi-même d'abord. Et c'est toi qui imposeras le respect à travers ton comportement. Nous n'attendons pas tout des autres. Parce que nous-mêmes, nous sommes un concentré de tout, nous-mêmes. Ça doit partir de nous vers les autres, pas des autres vers nous. Si c'est à partir des autres vers nous, nous allons être des proies, inondés, exposés à toutes sortes de choses. Et je me répète, le monde évolue avec nous et se développe sans nous.
Dans cette phrase-là, tu trouveras tout là-dedans. Prends conscience, écoute ce que je t'ai dit. J'ai dit, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Faut jamais être autosuffisant, croire qu'on est supérieur. Faut rester aussi, c'est modeste, savoir que les autres sont des partenaires redoutables.